Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par plusieurs séries de données, notamment du côté des États-Unis, des données macroéconomiques avec des chiffres qui globalement sont ressortis plus souvent en dessous du consensus qu'au-dessus du consensus. On pense notamment à la confiance des consommateurs, par exemple, qui a été mesurée par le Conference Board. Il y a d'un côté l'Université du Michigan qui publie ces données une fois par mois, mais on surveille aussi celle du Conference Board. Et ce qu'on remarque dans ces données du Conference Board, c'est que la confiance des consommateurs, c'est surtout dans la partie des anticipations qu'elle s'est dégradée. C'est-à-dire les anticipations dans les mois à venir, qu'on voit une dégradation assez marquée de la confiance des consommateurs. On observe aussi pas mal de stats immobilières, tout au long de la semaine, 2-3 stats immobilières sur les ventes de logements, notamment les promesses de vente ou autres qui sont ressorties nettement en dessous du consensus. Et puis, on remarque aussi différents indices d'activité dans les services qui ont été communiqués par les différentes Fed régionales aux États-Unis. On connaît tous la Réserve fédérale, et puis vous avez des antennes régionales de la Réserve fédérale qui publient des indices d'activité dans le district. Et donc, on observe aussi certains tassements dans les indices de services, notamment sur des composantes de prix, par exemple, et des composantes d'activité. Alors, d'un côté, effectivement, on observe du coup des chiffres macroéconomiques un peu moins bons, même si d'autres restent solides. Par exemple, les inscriptions hebdomadaires au chômage restent relativement faibles, ce qui envoie toujours l'idée d'un marché d'emploi qui reste assez difficile à détendre pour la Fed, ainsi que les commandes de biens durables qui sont restées relativement bien orientées sur la dernière période observée. Mais globalement, et c'est pas propre à la semaine écoulée, on voit que depuis 2 mois maintenant, depuis le début du mois d'août, on a majoritairement des statistiques américaines qui sont plus souvent en dessous du consensus qu'au-dessus. Et donc qui vont plus dans le sens d'un début de ralentissement probablement de l'économie américaine, comme on l'a vu par exemple sur les chiffres du T2. Alors on voit sur les chiffres du T2, les chiffres finaux donc publiés par les États-Unis, que le PIB, lui, est resté en ligne avec l'estimation précédente, mais on a noté par exemple que les données concernant les dépenses de consommation au deuxième trimestre avaient été 2 fois plus faibles que l'estimation qui avait été faite quelques semaines auparavant. Ça, c'est des données effectivement relativement importantes pour la Réserve fédérale américaine, parce que effectivement, ça acte peut-être déjà de premiers signaux qu'on commençait à voir finalement au deuxième trimestre dans le ralentissement de la consommation et qu'on verra peut-être s'accélérer au T3 du coup sur les prochaines publications de PIB et d'activité trimestrielle et pourquoi pas au T4. Et donc finalement, quelque chose qui est important pour la Fed qui cherche toujours à détendre ses prix. On parlera dans quelques instants de l'inflation aux États-Unis. On a eu des données qui sont plutôt satisfaisantes qui ont été publiées en cette fin de semaine. Mais le combat de la Fed, on l'a bien compris, c'est de ramener l'inflation à 2%. Et on a compris que ça passera par à la fois une détente du marché du travail, par une consommation qui sera aussi probablement un petit peu moins intense, et peut-être aussi par un ajustement des prix de l'énergie. On a vu que l'énergie est repartie à la hausse. Peut-être qu'aussi on table sur un retour un peu plus bas du pétrole dans les mois à venir. Mais on sent que tout ne dépend pas du pétrole, on l'a bien compris dans les dernières interventions des membres de la Fed et dans celle de Jérôme Powell il y a quelques jours. C'est surtout des questions de dynamique, de demande qui sont au cœur du problème de la Fed, notamment dans la partie des services où on voit toujours une inflation, on a vu en tout cas une inflation qui commençait à se détendre quand même depuis quelques temps, mais où finalement la plus grosse part de l'inflation qui restait à normaliser se trouvait dans le secteur des services. Alors, quelle était l'interprétation du marché de tout ça ? Finalement, le marché, ces derniers jours en tout cas, si on regarde à peu près sur les dernières 48 heures, ça ne lui a pas trop déplu d'avoir des statistiques américaines inférieures aux attentes. Ça ne lui a pas déplu parce que justement, ça renvoie l'idée que finalement, il y a une économie américaine qui commence peut-être à ralentir un petit peu, que sur le consommateur, ses anticipations se dégradent un petit peu, donc évidemment c'est pas génial pour les entreprises, mais ça permettra probablement, ces anticipations un peu négatives, de voir une consommation être un peu moins forte dans les mois à venir, et donc ramenant de fait l'inflation à des niveaux plus tolérables pour la Réserve fédérale américaine. Et donc on a vu en fait que les stats macro américaine un peu moins bonne, ça détendait un petit peu les taux en cette fin de semaine. On a vu, si on prend par exemple le taux 2 ans américain qui évolue entre 5,15 et 5,20, eh bien il revient chercher en cette fin de semaine la zone des 5%. On est sur du 15 à 20 points de base de détente.
sur les pics par rapport aux pics de la semaine. Ce n'est pas des mouvements énormes, mais on note quand même un petit ajustement du marché obligataire, et cet ajustement du marché obligataire a relativement plu au marché actions. On a vu aussi un rebond se faire sur les marchés actions, à la fois les composantes technologiques qui sont sensibles évidemment au taux, mais pas que. On a vu aussi des indices, tout type de catégories en fait, les indices globalement, small, large cap et différents secteurs repartir à la hausse dans ce contexte-là. Et ce qui a plu au marché aussi, ça a été deux petites phrases d'un membre de la Fed, Goldsby, qui a une phrase intéressante qui explique que le durcissement, que si les taux longs continuent à se durcir comme ce fut le cas ces dernières semaines, eh bien, il faudra en tenir compte au niveau de la Fed comme un facteur de restriction et de durcissement monétaire supplémentaire. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'en gros si le marché obligataire fait lui-même le job, si les taux se redressent, et ce qui est le cas déjà depuis plusieurs semaines, peut-être un petit peu trop fortement, eh bien ça évitera en quelque sorte, c'est dit de manière implicite, mais ça évitera à la Fed de remonter encore ses taux. Et puis une phrase intéressante où ce membre de la Fed explique la question de l'objectif, que la Fed évidemment reste focalisée sur le fait de revenir à 2% d'objectif d'inflation, mais que une fois qu'on sera à 2%, et c'est ça qui est important, c'est le ou, une fois qu'on sera arrivé à 2%, ou qu'on sera en suffisamment bonne voie dans ce retour vers les 2%, eh bien que le sujet de l'objectif d'inflation pourrait être abordé à nouveau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed, qui serait prête à un moment donné à réouvrir ce débat sur faut-il garder un objectif d'inflation à 2% de manière absolument catégorique, ou est-ce qu'il ne faut pas ouvrir peut-être des fenêtres de variation un peu plus larges, de tolérance d'inflation un peu plus large. En tout cas, le fait d'en parler, je pense que ça contribue aussi à détendre un petit peu la partie la plus courte de la courbe des taux US. Et c'est ce qu'on voit, et ça c'est le gros thème de la semaine. Eh bien, on voit que les taux courts américains, ils sont un petit peu montés en début de semaine et ensuite ils sont détendus. Mais globalement, ce mouvement de détente en fin de semaine a été un peu plus important que sur les taux longs notamment. Et donc on observe quoi? Si les taux courts baissent un peu plus que les taux longs, ou se détendent un peu plus vite que les taux longs, vous avez en fait ce qu'on appelle une repentification de la courbe de taux. Et ça, c'est le sujet de cette semaine. On a une repentification qui a été très importante. Pour donner un ordre d'idée, on mesure la repentification, c'est-à-dire en gros les écarts de taux entre les taux courts et les taux longs. Il y a, avant l'été par exemple, entre le 2 ans américain et le 10 ans américain, il y avait 120 points de base d'écart, c'est-à-dire 1,2% d'écart. Mais en faveur du 2 ans, c'est-à-dire que le taux 2 ans était 1,2% au-dessus du taux 10 ans, ce qui en soi n'est pas normal. Normalement, un taux court doit être inférieur à un taux long. Début de l'été, et depuis plusieurs trimestres même, la courbe de taux aux États-Unis était inversée, et elle était très fortement inversée au début de l'été. Et ce qu'on remarque ces derniers temps, et ces dernières semaines aussi, surtout ces dernières semaines, c'est qu'on a une accélération de la repentification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché commence à se focaliser et peut-être un peu plus fortement sur la macro américaine, considérant qu'elle est peut-être en train de ralentir et que du coup la Fed va aussi en tenir compte dans ses futures non-hausses de taux du coup, et donc ça renforce l'idée qu'on est peut-être effectivement, même probablement, à ce taux terminal de la Fed, et que finalement malgré un discours assez faucon que nous avons eu à la dernière réunion, que potentiellement, si les statistiques, parce que la Fed est data dépendante, que si les statistiques venaient à s'ajuster un peu plus à la baisse dans les semaines et dans les mois qui viennent, eh bien que les projections de décembre seront probablement très différentes des projections qu'on a eues là au mois de septembre, et que donc le message monétaire pourrait changer à ce moment-là de manière un peu plus souple, donc notamment lors des prochaines projections en décembre. Et on a l'impression que le marché obligataire est déjà en train de sentir un petit peu ça. Et donc, cette repentification de la courbe de taux, vous voyez, elle est intéressante parce que désormais, on a un écart entre le taux 2 ans et le taux 10 ans qui est 3 fois plus faible que ce qu'il était, entre 2,5 et 3 fois plus faible que ce qu'il était au début de l'été. Voilà. Alors ça, c'est un élément important pour cette semaine. Simplement, on va rentrer, je pense, désormais dans une période qui va être pour les marchés, et qu'on va surveiller. Donc, on va surveiller ce à quoi les marchés prêteront le plus attention. En gros, d'un côté, si effectivement les stats américaines continuent de ralentir, est-ce que ce sera haussier ou baissier pour le marché? Est-ce que des mauvais chiffres ou des moins bons chiffres américains seront haussiers parce qu'ils laisseront entrevoir une Fed plus souple? Est-ce que le marché va se focaliser sur ce thème-là? Donc toute stat moins bonne sera un catalyseur haussier, un peu comme on a eu là en cette fin de semaine? Ou alors, est-ce qu'à un moment donné, nous aurons aussi un pattern, une configuration où les chiffres américains un peu moins bons qu'attendus deviendraient baissiers pour les marchés, en attendant d'avoir des messages clairs de la part de la Fed qu'on arrive au bout définitivement des hausses de taux et qu'on commencera déjà un peu plus à s'intéresser aux
plafond et à la durée du plafond sur les taux et ensuite aux premières baisses, plutôt qu'à faut-il encore relever les taux. Vous voyez, et c'est ça qui va être à analyser dans les semaines et les mois qui viennent, parce qu'on peut avoir quelques contre-pieds dans ce sens-là. Vous voyez, par exemple, une journée comme on a vu, par exemple, jeudi, où les stats moins bonnes font rebondir les indices, eh bien, est-ce qu'on n'aura pas, et ça qu'on va regarder, est-ce que ce à quoi le marché est le plus sensible, en fait, si, effectivement, 2-3 stats sont pas terribles et que le marché ne cesse de rebondir, c'est qu'il est typiquement focalisé sur bad news is good news, donc la Fed va en tenir compte, et donc c'est un message plutôt accommodant à venir de la Fed que de voir ces statistiques se dégrader. Mais, encore une fois, c'est pas certain que le marché embraye tout de suite là-dessus. C'est pas parce qu'on a observé ça pendant 1 ou 2 jours cette semaine que ça y est, toute mauvaise nouvelle sera forcément haussière pour les marchés. Parce que, ne pas oublier quand même que même si ces statistiques qui sont moins bonnes vont dans le sens effectivement d'une pause définitive de la Fed sur les taux, il faut quand même entendre la Fed le dire. Il faut entendre les membres de la Fed aller dans ce sens-là. Si on constate de plus en plus de statistiques moins bonnes qu'attendues, mais toujours pas de changement de ton de la Fed, c'est là que les baisses de marché peuvent reprendre un petit peu. Je pense pas de manière dramatique, mais qu'on pourra avoir quelques pourcents de baisse supplémentaires avant qu'on commence à avoir des messages, un peu comme cette semaine, vous voyez ce membre de la Fed qui s'est exprimé, bon, mais il en faudrait plus comme ça, pour s'assurer que la Fed, effectivement, est bien en train de pivoter un petit peu en termes de point de vue par rapport à la dynamique macro américaine. Donc voilà un des gros thèmes de la semaine. Du côté de l'Europe, des statistiques toujours assez moyennes. Les ventes au détail, on a vu en Allemagne, qui sont dégradées, qui sont en baisse bien plus forte que ce qui était prévu. De ce côté-là aussi, ça renforce l'idée que la BCE a atteint ou est très très proche d'atteindre le taux terminal. Donc, quand on voit les indices d'activité PMI, quand on voit les ventes au détail, etc., on voit bien que la macro européenne est en train de ralentir. Ça a été souligné par la BCE également. Donc la question, voilà, c'est de voir aussi pour les marchés européens. On voit qu'ils ont bien aimé finalement cette fin de semaine où les stats n'étaient pas terribles, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et donc on commence à rebondir dans cette optique-là, parce que les taux aussi, on a vu les taux se détendre un tout petit peu. C'était léger, mais on a vu les taux, même un petit peu en Europe, sur les taux souverains, se détendre un tout petit peu en fin de semaine. Donc ça peut effectivement, ça a pu jouer sur le sentiment des marchés qu'on a vu rebondir. Mais la question, c'est voilà, est-ce que c'est suffisant pour ramener les marchés européens, le CAC, le DAX, tout de suite vers leur niveau de résistance, c'est-à-dire le CAC vers 7005, 7006, et le DAX vers les plus hauts précédents. À ce stade, ça ne me semble pas encore tout à fait sûr, même loin de l'être, parce que justement, le ralentissement économique va aussi faire face à une position des banquiers centraux qui seraient tentés, comme ils l'ont fait par exemple pour la Fed il y a quelques jours, de garder une position assez rigide et assez faucon pour justement influencer les marchés, notamment les marchés obligataires, pour ne pas qu'ils se détendent trop, pour justement eux-mêmes, banquiers centraux, ne pas avoir à relever les taux de manière supplémentaire. En gros, on adopte une communication agressive pour que ça continue d'impacter les marchés et les conditions financières, notamment les taux obligataires, pour justement ne pas avoir à relever les taux, ce qui là pourrait effectivement faire beaucoup plus fortement ralentir l'économie et pourrait même la casser. Donc voilà, on est un petit peu dans cette configuration-là cette semaine, et c'est ce qu'on essaie de voir, est-ce que ce petit rebond-là, qui s'est décidé en fin de semaine, peut tenir ou pas. Il y a quand même un gros point d'interrogation dessus, même si le sentiment global, moi que j'ai par rapport à ça, c'est que je ne vois pas par contre les marchés s'effondrer complètement. C'est-à-dire que justement cet affrontement bad news is good news ou bad news is bad news, c'est justement, je pense, le thème que l'on va avoir dans les semaines et les mois qui viennent. Et ça va donner lieu à des affrontements. Il y aura des phases, pendant quelques jours, les mauvaises nouvelles seront des mauvaises nouvelles, et puis quelques autres jours ou semaines où les mauvaises nouvelles seront des bonnes semaines en anticipation de messages un peu moins agressifs de la part des banques centrales. Et je pense que c'est un peu le scénario qui nous attend, le comportement de marché qui nous attend dans les semaines à venir. Voilà pour le récap de cette semaine. Je vérifie si je n'ai rien oublié. On a eu ici en fin de semaine donc les chiffres d'inflation PCE. Inflation PCE, donc c'est l'inflation, une des mesures d'inflation aux États-Unis qui est retombée pour la partie cœur, donc alimentation et hors énergie à 3,9%. C'est le niveau le plus faible qu'on a observé depuis mi-2021. Donc la Fed est en bonne route pour amener l'inflation dans les clous. Et les chiffres PCE donc du jour, enfin il est vendredi, au moment où j'enregistre ce podcast. Donc voilà, 3,9, c'est le chiffre le plus bas d'inflation cœur observé aux États-Unis depuis mi-2021. Ce que l'on attend dans les jours qui viennent, ça a commencé avant de passer au programme pour la semaine prochaine, à noter également des statistiques chinoises cette semaine qui étaient un peu mauvaises. Et on observe déjà ce pattern, cette configuration en Chine depuis quelques
semaines, même presque un mois ou deux maintenant, où on a des chiffres qui globalement ressortent désormais un peu plus souvent, un peu au-dessus des attentes qu'en dessous. On avait souligné la production industrielle ou les ventes au détail par exemple, on avait souligné quelques indices PMI il y a un mois, et ça je vais en reparler dans quelques instants, mais des PMI qui étaient un peu moins mauvais sur la partie manufacturière par exemple. Et cette semaine, c'était autour des profits industriels. Quand on regarde depuis le début de l'année les profits industriels en Chine, si on prend sur les 8 premiers mois de l'année, c'est toujours en repli par rapport à la même période de l'année dernière. Mais si on regarde sur la partie plus finale, notamment le mois d'août, dernière stat que l'on est, c'est sur le mois d'août, eh bien on voit qu'en données annuelles, août 2023 versus août 2022, on a un gros rebond, plus de 15% des profits industriels en Chine. Et ça laisse penser que l'embellie en Chine passera par une embellie en premier sur la sphère manufacturière, en fait, la sphère industrielle. C'est le sentiment, un peu comme ce qu'on attend pour l'Allemagne. C'est que si l'embellie, et je pense qu'elle va arriver dans pas trop longtemps pour l'Allemagne, elle arrivera sur la partie manufacturière d'abord. Vu que c'était le secteur manufacturier qui avait été très sollicité post-Covid, ensuite qui s'est contracté le premier, puis les services qui avaient embrayé en second post-Covid, et ensuite qui sont maintenant en train de se contracter. Vous voyez, il y a un décalage comme ça de rythme dans la dynamique des secteurs, et donc il serait logique de voir le secteur manufacturier réémerger en premier, surtout au moment où les matières premières ne sont pas excessivement chères. Je mets le pétrole à part parce que c'est une problématique pétrole pure, mais vous regardez l'ensemble des matières premières, le cuivre, les métaux industriels, matières premières agricoles ou autres, on n'est absolument pas sur des pousses inflationnistes sur les matières premières. En gros, sur les 6 derniers mois de l'année, les matières premières en moyenne, quand vous cumulez métaux, matières premières agricoles et énergie, c'est 5% de variation haussière sur l'ensemble de l'indice, et le pétrole à lui seul, c'est 39%. Donc attention, vous voyez que pour la partie industrielle chinoise, globalement, les matières premières reviennent à des prix normaux, si vous voulez. Et donc avec une activité qui ralentit, un taux de chômage chez les jeunes qui reste important, c'est un secteur, donc c'est-à-dire qu'il y a de la main-d'œuvre disponible et assez peu chère, eh bien c'est quand même des conditions qui sont pour la partie manufacturière chinoise, eh bien, assez propice finalement à un rebond de l'activité. Donc c'est ce qu'on va surveiller. On arrive maintenant au programme pour la semaine prochaine, mais dès ce week-end, ça va commencer en fait les statistiques. Vous allez avoir à la fois les publications des indices d'activité par le Bureau chinois des statistiques, ce sera samedi, et dimanche, on aura les publications des indices d'activité, secteur manufacturier et secteur des services, les fameux PMI, donc par Kexin, donc des données privées cette fois-ci. Et donc ça permettra de voir si effectivement on a une petite embellie qui se confirme ou qui se profile sur la question manufacturière notamment. La semaine prochaine, on se verra donc lundi l'ISM manufacturier aux États-Unis. On aura également un discours de Powell, lundi, plus d'autres membres de la Fed, Harker également, ou Barr. Donc plusieurs discours, plusieurs speakers de la Fed qui s'exprimeront lundi. Mardi, décision de la Banque d'Australie, on la regardera, mais ce qui va surtout nous intéresser mardi, c'est le chiffre JOLTS. Chiffre JOLTS aux États-Unis, c'est la mesure des emplois vacants. Et évidemment, ce que tout le monde attend, du côté de la Fed notamment, c'est que ce chiffre se détende encore. Plus le chiffre JOLTS part à la baisse, plus ça signifie, ou plutôt moins, plus ça signifie qu'il y a de moins en moins d'emplois vacants. Et donc ça signifie qu'on a un marché d'emploi qui se normalise, qui est moins tendu. Donc pour que le marché apprécie et pour que la Fed aussi apprécie, il faut avoir des chiffres d'emplois vacants qui soient de plus en plus faibles plutôt que l'inverse. Mercredi, on commencera à rentrer dans les données sur l'emploi avec le chiffre ADP qui précède toujours de 48 heures le rapport officiel sur l'emploi, et notamment le chiffre NFP. Donc mercredi, ce sera ADP, discours également de Christine Lagarde. On aura la réunion de l'OPEP, si je ne me trompe pas, mercredi, mais aussi un gros rendez-vous pour les États-Unis une nouvelle fois, ce sera l'ISM Service, indice d'activité dans le secteur des services, ISM Service. Et là aussi, pour que ça plaise à la Fed, il faut qu'on ait un indice dans les services qui ne se tendent pas, qui se détendent, qui retombent un peu, il était remonté à 54, il faut qu'on le revoie à nouveau à 52 ou 51 par exemple, pour montrer que effectivement l'activité dans les services, où on sait que c'est le secteur qui est le plus inflationniste ces derniers temps, eh bien que ce secteur se détende, notamment les composantes de prix ou les composantes d'emploi. Et là, ce serait un très bon signe envoyé à la Fed et qui conforterait l'idée qu'effectivement, elle n'a plus besoin de remonter ses taux. Et l'inverse serait aussi vrai, du coup. Si l'ISM, par contre, accélère encore, là, par contre, message, évidemment, pas terrible pour le marché. Ça veut dire que le secteur des services est très dur à détendre, qui reste donc inflationniste et qu'il faudra peut-être mettre une hausse de taux supplémentaire. Vous voyez, donc attention, gros rendez-vous mercredi avec l'ISM Service. Jeudi, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Et on finira la semaine avec le rapport sur l'emploi américain. Donc vous voyez, beaucoup de stats la semaine prochaine qui sont vraiment les statistiques surveillées de très près par la Fed, la partie emploi notamment, et la partie activité, notamment dans les services. Excellent week-end à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Bourse à dos. Au revoir.